Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. Et nous allons aborder à présent un chapitre qui concerne le peuplement Agni. Vous savez que les Agni sont composés de plusieurs sous-groupes. Nous voulons commencer par le cas assez particulier des Agni sans vie, c'est-à-dire les Agni de la zone d'Aboisseau. La plupart des Agni sont partis, la majorité des Agni est partie de ce qu'on appelle les Broussas. Les Broussas. Les Broussas, c'est le territoire qui est pratiquement juste à l'est du territoire du département d'Aboisseau. Voilà. Juste à l'est du département d'Aboisseau. C'est de là que nombre d'Agni sont partis. Et quand je parlais du peuplement baoulé, je vous ai dit que certains groupes des futurs baoulés ont séjourné en Ebroussa. L'Ebroussa est un grand royaume qui va avoir une guerre contre les Ashantis à partir de 1714-1715. Mais il faut savoir que l'Ebroussa lui-même en tant que royaume avait des populations de différentes origines, des populations à de différentes origines. Ici, trouvaient des groupes. Et chaque sous-groupe avait un nom spécifique. Et ces noms spécifiques-là, les Agni qui migrent, qui viennent en Côte d'Ivoire, vont conserver ces noms spécifiques-là. Tels que Alangwa, Sawa, Ahua, Assonvon, etc. Ils vont conserver ces noms spécifiques. Ces noms, il avait déjà pour la plupart quand ils étaient en Ebroussa. Mais il faut dire que pour avoir une idée de la formation de l'Ebroussa en tant que royaume, et ce royaume dans les documents écrits, dans les sources écrites, est appelé Aouin. Aouin est appelé Aouin. Mais d'où sont partis les plus anciens éléments qui, disons, ont été à l'origine de la naissance du royaume Ebroussa? Ils sont partis du territoire Bron actuel. Ils étaient, parce que le noyau fondateur était un noyau Oyokofoué ou bien Alangwa. Ils étaient à Sessimane. C'était dans le Bono, en territoire Bron à Afo, comme disent les Ghanéens. Donc, si vous voulez, dans les territoires à Bron, voilà, pour parler comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Et en ce moment-là, le grand royaume qui rayonnait dans cette zone, c'était le royaume Bono. Je vous ai expliqué en parlant du peuplement Sénoufo, comment est-ce que la venue de ces groupes gourds armés d'arcs et de flèches a poussé les ancêtres des Akans à descendre plus au sud. Et quand ils descendent plus au sud, ils créent d'abord 3 royaumes. Le royaume Bono de Tachiman, ils créent le royaume de Wanchi, le royaume Bono de Wanchi, et puis le royaume Bono Anchi de Ani Nsoko. Donc il y a le royaume Ani Nsoko, le royaume de Wanchi, et puis le royaume Bono, avec la cité très connue qui est la cité de Tachiman. Mais en fait, la capitale était Manso. Mais les Alangwa étaient dans une cité particulière qu'on appelle Sessimane ou Sessima. C'est de là qu'ils sont partis, si bien que dans la tradition de l'Ebroussa, quand on pose la question de l'origine ancienne des ancêtres, ils disent c'est Semango, mais en fait c'est Sessimane, quand on consulte les traditions orales du Bono. Donc ils partent de là. Et quand ils partent de là,
ils s'installent dans un premier temps le long d'un fleuve important qu'on appelle Ophé. En ce moment-là, eux, ils étaient installés à l'ouest du fleuve Ophé. Et quand le puissant royaume d'Ankyra a commencé à s'étendre au XVIIe siècle, ils ont expulsé les futurs Agnis de la rive ouest. Parce que les Dankira, ils étaient sur la rive est du fleuve Ophé. Donc, ils ont commencé une expansion et ils ont expulsé les futurs Agnis qui étaient sur la rive ouest du fleuve Ophé. C'est de là d'ailleurs qu'est parti leur nom Agni. Parce que Agni, cela veut dire j'ai grandi, c'est-à-dire j'ai mûri. Et quand ils vont partir de là, ils vont s'installer sur un territoire qui aujourd'hui fait partie d'une zone qu'on appelle le pays Wassa. Et ce territoire où ils s'installent s'appelait le territoire Amanfi. Et là, il y avait les futurs fondateurs du royaume Wassa Féassé. Et ils étaient donc confrontés à un conflit avec les rois du Wassa. Dans le Wassa, ils se souviennent qu'ils avaient plusieurs localités, Djedoua Kenken, Ilessou, etc. Et c'est de là qu'ils vont partir pour venir dans le futur pays Ebroussa. Le premier roi Agni connu, le plus ancien, s'appelle Nana Ebi. Quand ils étaient sur la rive ouest du fleuve Ophé, leur premier roi s'appelait Nana Ebi. D'ailleurs, c'est son siège qui est le siège principal des Agnis Morofo de la région de Bongouanou. Les sièges s'appellent Nanimbibia. Mais jusqu'alors, les historiens n'arrivaient pas à savoir à quel siège, à quel nom relier ce siège. Nanimbibia, c'est ce qu'on entendait. Mais quand j'ai compulsé les traditions orales de l'Ebroussa, c'est là que j'ai compris. C'est Nana et Bibia. Alors, prononcé d'une façon d'un trait, ça devient Nanimbibia. Ça dit Nana et Bibia. Ça dit Nana et Bi, son siège. Parce que le système politique et le système de gouvernance chez les Akans repose sur un tabouret, un siège qu'on appelle Bia, notamment chez les Agnis. Et après le règne de Nana et Bi, il y a eu le règne de Nana Amou Wanda. Quand ils étaient sur les terres en Manfi, c'était Nana Amou Wanda qui gouvernait. C'est lui qui a succédé à Nana Ebi. Le troisième roi, qui va devenir très célèbre, c'est Nana Ano Asma. D'ailleurs, presque tous les Agnis se réclament de Nana Ano Asma. Mais en réalité, Nana Ano Asma a été le troisième roi. Nana Ano Asma a été le troisième roi. Et l'erreur des gens, c'est de penser qu'il a été le premier. Non, il a été le troisième roi dans l'ordre de succession. Et c'est pendant son règne qu'il va avoir des événements majeurs qui vont toucher les Agnis. Il faut savoir que pendant son règne, en Ebroussa là-bas, il accueillait des populations venues d'un peu partout dans le monde akan. C'est ce que le professeur Simon-Pierre Ekanza a appelé la politique de porte ouverte. Et que je reprends à mon compte. Effectivement, Nana Ano Asma accueillait des migrants qui venaient du pays Ashanti, du pays d'Ankira, des terres Bron, du pays Fanti, d'un peu partout dans le monde akan. Ils venaient se réfugier et il les accueillait. D'ailleurs, c'est par rapport à cette politique-là qu'il a accueilli les futurs Baoulé Assabou qui se sont réfugiés en 1717 dans son royaume. Mais il faut savoir que en 1715, entre 1714 et 1715, les Brossa, dirigés alors par Nana Ano Asma, vont être confrontés à une guerre contre les Ashantis. Mais cette guerre est partie de quel événement? C'est que les Ashantis,
pourchassant les futurs Abrons ou futurs Bron-Diamants, qui s'étaient réfugiés dans les plaines d'Abessim, notamment en territoire Bron, mais particulièrement sur les terres des Wanchi. Et quand ils ont fait, les guerriers Ashanti ont mené cette expédition sur l'ordre du roi Osei Tutu. Ils ont eu des butins énormes. En ce moment, la capitale du Bono s'appelait Ahene Koko. C'est-à-dire Père le rouge et le rubis. C'était le nom de la capitale. Et ils ont pillé ce territoire. Ils ont eu d'énormes richesses. Et que décident ces guerriers Ashanti? Au lieu de revenir en Ashanti, non. Ils deviennent des déserteurs. Et ils viennent demander asile auprès du roi Anouasman, qui les reçoit. Lui, ne sachant pas ce qu'ils ont fait, il les accueille dans son royaume. C'est pour ça que je vous ai dit, cette politique de porte ouverte. Et c'est ça qui va être, disons, l'élément déclencheur de cette guerre. Parce que quand Osei Tutu apprend où sont partis ces déserteurs de l'armée Ashanti, il les réclame au roi Anouasman. Et le roi Anouasman, qui ne savait pas et qui les a accueillis, a dit, mais roi Osei Tutu, je leur ai donné ma parole. Je les ai déjà accueillis et intégrés dans mon royaume. Je ne peux pas te les livrer. Il dit, ah bon, mais si tu ne peux pas me les livrer, dans ce cas-là, c'est la guerre. Ça a été le casus belli, c'est ça qui a déclenché la guerre de 1714-1715 entre l'Ashanti et puis l'Aouin ou les Brossas, si vous voulez. Mais l'erreur de nombreux historiens ivoiriens, c'est d'avoir pensé que les Ashantis ont gagné cette bataille qui a commencé en 1714-1715. Or, non. J'ai eu la chance inouïe, pour ne pas dire la grâce, d'avoir les documents hollandais, les sources hollandaises. Parce que la plupart des compagnies européennes sur les côtes s'informaient de ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que les événements de l'intérieur jouaient sur la descente des marchands dans les comptoirs et dans les forts pour commercer. Donc, si bien que les Européens s'informaient. Et les Hollandais s'informaient très bien. Et les documents hollandais sont là, qui attestent de ce que je suis en train de dire. Mais les Ashantis ont été repoussés. Leurs troupes étaient dirigées par le chef de Bantama, qu'on appelle Amankwa Tiapani. Il a été repoussé. Il n'a pas pu. Et le chef d'état-major des armées Agni, qui était sous les ordres, bien sûr, du roi Anouasman, on l'appelait Ebri Moro. En fait, dans les documents hollandais, on l'appelle Ebri Moro. Mais en fait, son nom en Agni, c'est Abri Moro. C'est l'ancêtre des fondateurs du pays Agni-Bétier, du royaume Agni-Bétier. Ebri Moro, dirigeant vaillamment les armées Aouin ou Agni, a repoussé ses Ashantis. Et il aura une trêve en 1716. Je fais tout ce parcours en arrière pour que vous compreniez bien d'où sont partis ceux qui vont être les futurs Agni qui vont peupler la Côte d'Ivoire. C'est important que je fasse ça. Je jette ce regard rétrospectif, ce regard dans le rétroviseur, ce regard en arrière. Et donc, il a repoussé l'attaque des Ashantis. Mais en 1716, il va se passer un événement important que révèlent les sources hollandaises. Il y aura une trêve entre l'Ashanti et les Brossas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette trêve? Mais c'est parce que Osei Tutu sera confronté à une autre guerre sur la partie est de son territoire. Il sera confronté à une guerre contre le royaume Achim Abouakwa. D'ailleurs, il y a contre deux royaumes Achim Abouakwa. Le royaume Achim Abouakwa et puis le royaume Achim Kutuku. Donc, contre deux royaumes Achim. Sans compter les irrédentistes d'Anchira, c'est-à-dire les Danchira ayant été vaincus en 1701, certains n'ont jamais accepté la défaite et ils sont allés se réfugier en Achem pour continuer la lutte contre l'Ashanti. Osei Tutu ne voulait pas se battre sur deux fronts parce qu'il savait que se battre sur deux fronts, ce n'est pas bon.
stratégiquement, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, nos ancêtres étaient des stratèges militaires. Aussi, Toutou savait que ce n'est pas bon de se battre sur deux fronts. Mais Hitler, lui, n'a pas compris ça. Il s'est battu sur deux fronts, vous avez vu. Il a perdu la guerre. Donc, c'est ainsi qu'il va demander à Mankwati Pani, qui était le chef d'état-major de ses troupes, qui est le chef de Bantama, il va lui demander de revenir en Ashanti pour qu'il puisse faire face à cette guerre contre les Achem, Achem Kotoku et Achem Abouakwa. D'ailleurs, la famille royale de l'Achem Kotoku est une branche de la famille royale du Dankira. Donc, vous voyez que le danger était grand. Et c'est ainsi que les Ashanti et les Agni vont conclure une trêve en 1716. Et avec les documents, on voit qu'à partir de cette date, les Agni s'arment puissamment sur la côte. Ils achètent des fusils, de la poudre à canon, etc. pour se préparer à une reprise de la guerre. Mais il va se passer un autre événement. Quand Osei Tutu meurt en 1717, d'ailleurs, c'est dans sa guerre contre les Achem qu'il est mort en 1717. Parce que lui-même, il était sur le champ de bataille et c'est comme ça qu'il a reçu une chevrotine et il est mort. Son corps a été emporté par les par les eaux du fleuve Pra. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une coutume qui est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Quand le roi des Ashanti se rend à Accra, quand il approche le fleuve Pra, on ne lui permet pas de voir les eaux du fleuve Pra. Ces eaux qui ont emporté son illustre ancêtre aussi, on lui bande les yeux. Oui. C'est pour ça que souvent je dis que la tradition orale en Afrique n'est pas seulement une transmission de mémoire, mais il y a des faits qui permettent de ne pas oublier. Vous voyez? Le fait que jusqu'aujourd'hui, le roi des Ashanti ne doit pas voir les eaux du fleuve Pra qui ont emporté son illustre ancêtre Osei Tutu, qui fait que les Ashanti n'ont jamais vu jamais eu le corps d'Osei Tutu pour l'enterrer dignement. Vous voyez que cet événement-là fait qu'on ne peut pas oublier cela. Ces faits-là fait qu'on ne peut pas oublier cela. Et qu'est-ce qui se passe? Osei Tutu meurt et c'est pour la succession d'Osei Tutu qui va avoir une petite guerre civile des Ashanti. Et c'est comme ça que les futurs Baoulé Assabou vont venir demander asile au roi Noasma qui va aussi les accueillir. Mais tenez-vous bien, en 1718, le chef d'état-major Ebri Moro prend seul l'initiative d'attaquer les Ashanti puisqu'il est informé que ces Ashanti sont en train de se battre contre les Achem du côté de leur territoire est. Ça a été une stratégie. Et il a attaqué l'Ashanti. L'Ashanti était sans défense. Parce que anciennement, le système militaire des Akans comprenait une avant-garde avec des éclaireurs qui étaient souvent des chasseurs, une aile droite de l'armée et une aile gauche de l'armée. Et donc, tout le territoire Ashanti était sans défense. Et c'est comme ça que Ebri Moro et les guerriers Agni sont venus attaquer l'Ashanti. Ils ont pillé le territoire Ashanti. Ils ont même tué la reine-mère Nyankon Kosiamoa. En ce moment-là, c'était Opoku Ware qui était au pouvoir. Ça s'est passé en 1718. C'est pour ça que je m'étonne que les historiens ghanéens placent l'accession de Opoku Ware, le successeur d'Osei Tutu, en 1720. Non, il était au pouvoir déjà en 1718. Et ils ont fait près de 20 000 prisonniers. Ebri Moro et ses troupes ont fait près de 20 000 prisonniers à Ashanti, des femmes, des enfants à Ashanti, qu'ils ont emmenés en territoire Ebroussa. Donc vous voyez, c'est que le peuple Agni, c'est un peuple métissé, de gens aux origines diverses, issus de différents royaumes Akan. 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants, qu'Ebri Moro envoie en Ebroussa. D'ailleurs, le premier roi des Agni Ndéniens, c'est-à-dire les Agni d'Abangourou, qu'on appelle Aïe Abaye. Souvent, les gens se trompent, ils disent Baye. Non, c'est Aïe Abaye. Abaye, c'est un nom qui veut dire bienvenue, un enfant qui était désiré, bienvenue. Mais j'aurais à faire une vidéo sur les Agni Ndéniens. Mais quand ils viennent avec toutes ces populations, toutes ces femmes et ces enfants faits prisonniers, ben voilà que tout un groupe d'Ashanti sont là.
sans compter les déserteurs qui ici étaient déjà installés. Et il va falloir attendre 1721 avant que les Ashantis ne mènent une offensive massive après avoir vaincu bien sûr les Achim. Mais tenez-vous bien, je vous ai dit que je vais vous parler de l'histoire des Agnis sans vie. Et je n'ai pas oublié, je reviens aux Agnis sans vie. Quand il y a eu cette trêve de 1716, quand il y a eu cette incursion de Brimoro en territoire Ashanti, mais avant ça, déjà en 1715, le roi des Agnis, Nana Ano Asama, a demandé à une partie de son armée de chercher une zone de repli pour qu'en cas de réveil militaire ou en cas de difficulté militaire, ils puissent se retirer momentanément, faire retrait dans cette zone-là. Les guerriers qui ont été chargés de trouver cette zone de repli, c'est eux qui ont fini par créer le royaume Agnis sans vie. Comme je le dis souvent, quand je dis les faits historiques, quelquefois je suis confronté à des gens qui ne voient que la gloire et les glorioles dans l'histoire. Oui, il ne s'agit pas de ça. Amlamano, dont le nom est donné au siège le plus important, au tabouret le plus important des Agnis sans vie. Parce que le tabouret sur lequel, le trône sur lequel règne le roi du sans vie, on appelle Amlamano Bia, c'est-à-dire le siège d'Amlamano, le tabouret d'Amlamano. Amlamano était le chef de l'avant-garde de l'armée du roi Noasma. Il était un chef militaire. Au début, il n'était pas roi. Il faut que les gens sachent cela. Et quand je vais le dire, il se trouvera certains qui vont encore m'injurer, ils vont dire, mais professeur Alou, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce sont les faits. Ce sont les faits. Si bien que les premiers Agnis qui pénètrent ce qui va être le territoire actuel de la Côte d'Ivoire, ce sont les Agnis sans vie, qui pourtant, eux, sont à la frontière. Qui pourtant, eux, sont à la frontière avec le Ghana actuel. C'est ainsi que Amlamano, qui est d'ailleurs du même matrilignage que le roi Noasma, parce que ce sont tous des Oyoko. C'est pour ça que la famille royale de Sanvi est appelée Oyokofoué. Donc ce sont des parents. Mais particulièrement celui qui va réaliser la mission confiée à Amlamano, c'est son neveu qu'on appelle Aka Essoin. Il s'appelait Aka, mais Essoin parce qu'il était chasseur d'éléphants. Il était chasseur d'éléphants. C'est lui qui vient avec des troupes pour conquérir cette zone de repli que sera le Sanvi. C'est des guerriers nombreux qui arrivent. Mais ces guerriers-là sont composés en plusieurs composantes. Principalement les troupes majeures, importantes de ces guerriers-là, au sein de ces guerriers-là. C'était ceux qu'on appelait les Brafais. Les Agnis Brafais. Amlamano et son neveu Aka Essoin et les troupes, on les appelait les Agnis Brafais. C'est eux qui vont venir conquérir ce territoire qui va devenir le royaume Agnis sans vie. Mais quand ils viennent, parmi eux, il y avait un sous-groupe qu'on appelait les Ngolongolo Asafo, qui sont aussi des guerriers qui parlaient Tui, parce que les Agnis Brafais, ils parlaient une langue qui est proche de l'Ashanti. Ils ne parlaient même pas l'Agnis, ils parlaient une langue qui est proche de l'Ashanti, qu'ils appellent Aha Kwane. Parce que le nom Aha, c'est le nom qui désigne en général ceux qui parlent la langue Tui, et particulièrement les Ashanti. Donc Aha Kwane, ça veut dire l'Aha, la langue des guerriers. C'est ce que ça signifie. C'était ça leur langue. Ils ne parlaient même pas Agnis au départ. Donc quand ces Brafais arrivent, à leur sein, vous avez des éléments qui se savent d'origine d'Anchira. C'est le cas de ceux qui ont créé Abekro. Et c'est le cas aussi de plusieurs parmi les populations qui vont s'installer dans la zone d'Ayamé. Parce que le chef d'Ayamé, il est le chef de l'aile droite de l'armée du Sanvi. On appelle Fama Saïna, on dit Fama Saïna, c'est-à-dire
le chef guerrier de l'aile droite. Il y avait des Dankira parmi eux. Ceux, par exemple, qui seront au niveau de la FEMA, ceux qui vont former la FEMA, autour de Kouakou, beaucoup étaient anciennement le long du fleuve Offin. Ils se souviennent, Afin-Ma, c'est-à-dire les gens du fleuve Offin. Mais ça s'appelle aussi Afin. Donc ça, ce n'est que la voyelle. En Q, on dit Offin, mais en Naï, on dit Afin. Donc certains étaient d'origine d'Ankira. Et les Afema, et ils se souviennent que les ancêtres donc étaient le long de la rive, des rives du fleuve Offin. C'est pour ça qu'ils ont pris ce nom Afema. Mais il y a d'autres composantes. Il y a d'autres composantes au sein de ceux qui viennent. Par exemple, ceux qui ont créé Ayebo et Asuba, surtout Ayebo, étaient composés des gens de l'avant-garde. C'est-à-dire Atimbole Saïna, c'est-à-dire les guerriers de l'avant-garde. C'était les gens d'Asuba et d'Ayebo. D'ailleurs, le chef d'Asuba est le chef de l'avant-garde de l'armée. Maintenant, ceux qui faisaient partie de l'aile gauche, ce sont ceux-là en fait qui ont créé Krendiabo, avec la famille Agingra. C'était ceux-là qui ont créé Krendiabo. Parce que quand ils sont arrivés, au départ, Amlamano ne s'est pas installé à Krendiabo. Lui-même, il n'est jamais venu à Krendiabo. Il était à Sima. C'est une forêt. Aujourd'hui, c'est devenu une forêt dite sacrée et protégée. C'était là-bas que lui s'était installé. Amlamano, c'est dans cette forêt-là qu'il s'est installé. C'est dans cette forêt qu'il s'est installé. Mais quand ces Agnis Sanvi-là viennent, ils vont trouver des populations déjà installées sur le territoire. Ils vont trouver des populations déjà installées. Ce qu'on appelle les Agua Agni. Il y avait déjà des populations qui parlaient la langue Agni qui étaient installées déjà sur le territoire. C'est le cas des habitants de Kofikro. Kofikro a été créé par une famille de clans Ahua, comme les Ahua d'Anyuans ou bien comme les Ahua qui sont dans la zone de Tiasali. Parce que devant toutes ces guerres, il y avait des groupes Agni qui, ayant assez de toutes ces guerres-là, ont préféré quitter le Broussa très tôt. Et c'est le cas des gens de Kofikro. Vous avez aussi ceux de Kotoka. Ceux de Kotoka, ce sont des Sawa. Ils étaient d'abord en Ebrossa sur les rives du fleuve qu'on appelle Boing. Ce sont des Sawa. Ce sont des Agnis Sawa. Tels qu'on en trouve dans la région de Bongwanou, notamment en bateau. Ceux-là, ce sont des Agnis Sawa. Ceux de Kotoka, ce sont des Agnis Sawa. Il y a aussi le clan qu'on appelle les Simanfoué, qui était à Siman. Mais ceux-là, ils sont les autochtones même de l'Ebrossa. Parce que quand Ano Asuma arrive avec ses troupes en Ebrossa, il va trouver deux groupes d'autochtones, notamment les Sohi, qui étaient à Asramanza, et leur reine s'appelait Aouatabla. Et puis il va trouver aussi les Anaboula. Et il va s'imposer à ces populations-là dans les Brossa. D'ailleurs, ce sont des Anaboula qui ont créé le village de Apronpronou dans l'Indénia. On appelle aussi Gingemanou. Vous voyez? Donc en Ebrossa, ils ont trouvé des populations. C'est comme ça. Il faut savoir ces choses-là. Et donc, il y avait les Simanfoué qui étaient dans la forêt de Sima. Et toutes ces populations-là, bon, celles-là, il ne leur fera pas de guerre. Ces populations parlaient déjà à ils vont se soumettre. Vous avez les populations de Biaka, qui elles aussi sont Ahua, mais elles font partie des groupes justement qui ont accompagné Amlamano et puis son neveu Aka et son pour venir conquérir le territoire. Et puis, il y avait déjà sur ce territoire-là des populations autochtones qui ont précédé les Agnis Brafé, que les Éotilés appelaient Mokiobo, mais que dans son travail monumental, le professeur Henriette Diabaté a appelé les Agua pour les distinguer des Agua Agnis, c'est-à-dire parce que le terme Agua Agnis, ça veut dire ceux qui étaient installés, ceux qui étaient là. C'est comme ça. Et c'est ainsi que ce qu'elle appelle les Agua, que moi j'appelle Mokiobo
en reprenant le nom sous lequel leurs voisins Wotile les appelaient. C'était les autochtones d'Aboissou, qui sont aujourd'hui dans le quartier Koliaïwa, dans la ville d'Aboissou. Ils étaient là. Leurs ancêtres s'appelaient Anouma Takpalm. Il y a aussi ceux de Doubi, le village de Doubi. Anciennement, ils étaient dans un village qui s'appelait Kokola Namoué. Ce village d'ailleurs a été attaqué par les Agni Brafé quand ils sont arrivés. Et il y aura d'ailleurs une partie de la population de Kokola Namoué qui va fuir, qui va s'installer en pays Avikam, dans la région du Grand Laou. Quand je ferai la vidéo sur les Avikam, je vais revenir beaucoup plus longuement sur cela. Il y avait aussi les Mochobo de Ebakourou. Alors, toutes ces populations-là vont se soumettre. D'ailleurs, quand Kokola Namoué va être détruit, mais quand des émissaires arrivent, ceux d'Ebakourou, ceux de Koliaïwa, c'est-à-dire d'Aboissou, ils se soumettent, ils disent, ah, c'est pas la peine. Nous savons ce que vous avez fait à nos frères de Doubi, là, de Kokola Namoué, donc nous nous soumettons, il n'y a pas de problème. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Et puis, il y aura d'autres populations. Je vous ai parlé déjà des Glonglons à Safo, qui étaient aussi des guerriers, qui parlaient à Chanty, qui étaient dans ces troupagnies-là. Mais vous avez aussi les populations qui sont à côté d'Abi, ce village-là. Il faut que je me souvienne de ce village. Il arrive que quelquefois, j'oublie un peu les choses. Mais ceux-là, ils sont venus du pays Nzema, Adjouan. Les fondateurs du village d'Adjouan. Ils sont venus du pays Nzema. Mais avant de venir même dans le pays Nzema, ils étaient en Ebroussa. Et ils sont passés par le pays Nzema. Quand ils sont passés par le pays Nzema, ils ont créé deux villages, deux localités importantes. C'est-à-dire la localité de Bahua et puis la localité de Kablansouazo. Si bien que la famille régnante, enfin la famille royale du village d'Adjouan, c'est cette même famille-là qui dirige les villages Nzema de Bahua et de Kablansouazo. Et eux, ils vont passer par le pays Nzema et puis ils vont venir dans le Sanvi. Et c'est comme ça qu'ils vont créer le village d'Adjouan. Il faut savoir cela. D'ailleurs, leur ancêtre, c'était Nana Kablankan. Ils disent Kablankan, mais en pays Nzema, on l'appelait Kablankan Dangbo parce qu'il était très grand détail. Lui et son frère Adjiri, c'est eux qui sont venus créer Adjouan. D'ailleurs, ils avaient un autre frère, Enobia, qui lui va aller du côté d'Assini. Il va aller avec une partie de ses sujets à Assini. Voilà. Et puis, les Sanvi ont trouvé aussi dans la région les futurs Abourés. Ils ont trouvé dans la région des futurs Abourés. À qui ils vont faire des guerres. Ils vont faire des guerres. Hein? Surtout à l'époque du roi Amon Doufouk Mani, c'est-à-dire Amon Doufouk le premier du nom. Et c'est ainsi que les Abourés, notamment d'abord les Abourés de Bonois, les Ivevlés, vont quitter la zone de Ntafou pour s'en aller. Mais les Sanvi avaient fait beaucoup de prisonniers, notamment des princesses et tout ça, qui vont envoyer à Krendiabo, qui vont intégrer à leur population. Ça, il faut savoir ça. La famille Eluboufoué, c'est des familles qui sont d'origine Abouré, mais eux, ils sont d'origine Abouré Ehé. Parce que les Abourés Ehé aussi s'étaient installés en pays Otile, mais dans la zone qui correspond au territoire des Nzema Douvelé actuels. C'est-à-dire la zone de Alangoua, Nouamou. Les Abourés Ehé étaient installés là-bas. Ils avaient la localité de Eloubobo, Ehé Soulou. Donc les Sanvi vont attaquer aussi cette zone-là. Et ils vont faire des prisonniers. D'autres vont pouvoir fuir, mais ils vont faire des prisonniers. La famille Elouboufoué, justement, c'est une famille qui est dans le Sanvi, qui est d'extraction Abouré Ehé. Ça, il faut que je le sache, je le leur dise. C'est ça la réalité, la complexité du peuplement. Et quand les Sanvi viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer aussi maintenant les Ewotilés. Ils vont attaquer les Ewotilés. J'en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur les Ewotilés. Ils les attaquent entre 1750 et 1754. Et je vous ai expliqué comment certains groupes Ewotilés, d'autres vont se réfugier en pays Nzema, dans la région de Bassam, etc., à Bietri. Mais il y a d'autres qui vont négocier leur réinstallation
Mais seulement le roi Amoundou Foukouaï ne va pas leur permettre de s'installer sur leurs îles. Hein? Mais il va leur demander de s'installer dans la zone de l'embouchure de la Bia, là où la Bia se jette dans la lagune Abi. Et c'est ainsi que les sans-vie, pardon, les Éotilés vont être intégrés au royaume sans-vie. D'ailleurs, on va les placer sous l'autorité militaire du chef du quartier Yakassé de Krendiabo, dirigé par la famille Adingra. Donc les Éotilés combattaient dans les troupes de l'aile gauche du sans-vie, qu'on appelle Bessaïna, c'est-à-dire l'aile gauche. Il faut savoir ça, c'est important. D'ailleurs, les sans-vie avaient pris des précautions. Parmi les 5 grandes familles Éotilées, ils ont pris des femmes nobles qu'ils ont installées à Krendiabo. Et puis, ils ont épousé ces femmes-là. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la famille royale des Éotilés, la famille Boyiné, ils sont encore installés à Krendiabo. La famille Boyiné est encore à Krendiabo. La famille Boyiné est encore à Krendiabo. C'est un fait. C'est comme ça. D'ailleurs, le roi Amoundou Foukouaï, pour consolider justement l'unité du royaume, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des femmes Agni sans vie qu'il donnait en mariage aux notables Éotilés. Il le faisait aussi vis-à-vis des notables Agua. Et c'est comme ça que petit à petit, disons, il construisait l'unité du royaume. Parce qu'il avait ce souci-là, de créer un peuple, de faire naître une nation. Vous voyez, de faire naître une nation. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi aussi que ils vont vaincre, enfin, ils vont s'imposer aux Ossouma. Il n'y aura pas un affrontement. Mais les Ossouma ont bien vu, ceux qui sont aujourd'hui à Assini Mafia, mais ils ont bien vu que les forces étaient disproportionnées. Quand eux, ils avaient à peine 4000 hommes, mais on a vu Aka Essoin, qui sera, disons, le deuxième roi du Sambi, va prendre le nom de Aka Sima Adou Kouaï. Mais les Sambi avaient plus de 40 000 guerriers. Plus de 40 000 guerriers. Donc, le roi Aka Sané des Souma a dit, il n'y a pas de problème. Pas besoin de nous affronter. Et c'est comme ça que les Sambi se sont imposés. Et que d'ailleurs, ils ont eu donc directement un accès au comptoir et un accès à la mer par le biais des Souma. D'ailleurs, l'un des rois importants du Sambi qu'on appelle Assimian Diché, son père était Issouma. Son père était Issouma et puis sa mère était de la famille royale du Sambi. Donc vous voyez, cette politique matrimoniale pour intégrer justement tous ces groupes divers-là dans le Sambi. Donc c'est comme ça que le Sambi s'est créé. D'ailleurs, le roi Amoundou Koutoua, Amoundou le deuxième du nom, mais celui qui lui a précédé son nom qu'on appelle Atokla Kassi. Atokla Kassi, lui, son père était un Éotilé. Et sa famille, la famille royale du Sambi, puisque c'est le système matrilinéaire. Donc vous voyez qu'il y avait cette politique d'intégration des groupes soumis. Et c'est tout ça qui va donner le peuple Sambi. Donc vous voyez que le peuple Sambi, c'est disons, un peuple qui est le fruit d'un brassage. Évidemment, je ne peux pas, dans cette vidéo, rentrer dans tous les détails. Mais il faut que vous sachiez cela. D'ailleurs, quand certains chasseurs d'Ayebo et de Aliekro, parce qu'à Aliekro aussi, il y avait des Motiobo, des Agua, que les Sambi vont soumettre. D'ailleurs, les gens d'Aliekro vont servir de guide aux Sambi. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir aisément attaquer les îles forteresses des Éotilés. Parce que les Éotilés étaient sur des îles. Hein, à Sokomonobara, Ngramon, Baloubate, etc. Et So. Voilà. Donc, il y a aussi donc les Mochobo d'Aliekro qui vont être soumis par les Sambi. Par la guerre d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est tout ça qui va donner le peuple Sambi tel que vous le voyez. Alors, quelquefois, les gens s'interrogent, le mot Sambi, ça veut dire quoi? Souvent, j'ai dit aux historiens, quand vous voulez chercher le sens des noms de lieux, ou des noms historiques, faites attention de chercher la traduction
dans la langue Agni qui se parle. Non, parce que beaucoup de nos ancêtres parlaient le Twi, ce que vous appelez couramment la chantilly, on appelle le Twi. Ils parlaient cette langue-là. Sanvi, ça veut dire au milieu de guerrier. Ça veut dire ça, qui veut dire guerrier. Et puis une vie qui veut dire milieu. Donc le roi dit qu'il est au centre de ces guerriers. Parce qu'effectivement, quand vous regardez la configuration, Krenjabo qui sont venus, où la famille royale s'est installée, parce que vous avez dit qu'au départ, la famille royale était à Sima, qui est d'ailleurs non loin de Krenjabo. C'est quand il y a eu l'épidémie de variole, que finalement, sous le roi Akasumanduk Bani ou Akaessoin, la famille royale s'est installée à Krenjabo, créée par la famille Adingra, mais c'est finalement Krenjabo qui est devenu la capitale. Ça a été comme ça. Donc, le roi Krenjabo, il est au milieu de ses guerriers. Ayame, hein, sur l'aile droite. Asuba, l'avant-garde, parce qu'ils étaient en guerre permanente contre les abourés de Bonois. Donc Asuba, l'avant-garde. Ceux de Adaou, qui sont, disons, les guerriers protecteurs du roi et chargés, ceux qui sont chargés d'inhumer le roi. Tout comme aussi les gens du village de Wassebo, non loin de Krenjabo, ceux qui sont chargés d'inhumer le roi. Et puis maintenant, il y avait, à côté des chefs militaires, hein, j'ai parlé aussi de la famille Adingra qui dirigeait l'aile gauche, mais il y avait, disons, une structure politique de membres de la famille royale. Il y a une branche de la famille royale qui était installée à Ihian, qui existe encore, non loin de Wassebo, non loin de Krenjabo. C'était son frère qui était là-bas, le frère du roi. Et puis un autre de ses frères était à Kouakoulou. Voilà, c'est comme ça. Et puis le roi lui-même, il est à Krenjabo. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est ainsi. Donc, le roi est au milieu de ses guerriers pour se sentir protégé. Voilà un peu ce qu'il faut savoir du Sanvi. Mais c'est ainsi que je disais que des chasseurs d'Ayebo et d'Aliekro, quand ils vont arriver le long du Komwe, ils vont se rendre compte qu'il y avait des populations sur la rive ouest du Komwe. Et c'est ainsi que, sous le roi Atokpola, le roi Atokpola va dépêcher des guerriers. Et c'est comme ça qu'une partie des Agni Sanvi va s'installer dans la zone qu'on appelle aujourd'hui Aboasso Komwe. Aboasso Komwe, la zone d'Aboasso Komwe, qui fait partie, je crois, du département d'Alépé. Et certains Agni Sanvi vont s'installer de ce côté-là. Donc, vous voyez. Et ce n'est pas fini. Il y a même une famille qui est originaire du Bétier, qui va s'installer auprès des Alangwa à Suba. La famille qu'on appelle la famille Sohi. Mais en fait, ils sont issus de la famille Apesemondi, qui est la famille royale du Bétier. Ils vont s'installer à Asuba. Donc, vous voyez que le peuple Sanvi, vraiment, est le flux d'un brassage de populations aux origines diverses. Et les rois du Sanvi ont rassemblé, quelquefois par la force, quelquefois par négociation, et ils ont essayé de les fondre en un peuple à partir surtout des brassages matrimoniaux, des alliances matrimoniales. C'est comme ça. Et finalement, c'est la langue Agni. Mais en fait, la langue Agni, si nous voulons en parler, nous dirons beaucoup de choses. Parce que, comme je le dis, les Brafais eux-mêmes, ils ne parlaient pas l'Agni. Mais vous voyez que l'Agni actuel est en fait le résultat de la langue que parlaient les Sohi en Ebrosa et le mélange avec le Twi, ou si vous voulez, la chantilly, entre guillemets, la langue chantilly, c'est comme ça. Si bien que très souvent, vous remarquerez que dans la langue Agni, les choses se disent de 2 ou 3 manières différentes. Hein? Par exemple, mi-homo, je te dis merci. Mais dawase, ça c'est Twi. Mais dawase, ça c'est Twi. Ouais, donc, c'est comme ça. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur le Sanvi. Merci de m'avoir écouté. Ce tour important fait depuis les origines les plus lointaines, depuis ces Simang ou ces Samango, ensuite les rives du fleuve Offin, en passant par les territoires de la Manfi, puis de l'Ebrosa. Alors cela m'évitera de revenir là-dessus quand je vais parler de l'histoire des autres sous-groupes Agni. Voilà, parce que je parlerai de la formation aussi des Agni Ndenya, des Agni de l'Anangwa, des Yuaso, les Agni Abradé d'Abradinou, les Agni Morofo de la région de Bongonou, etc., etc., les Agni Djouablin, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur d'histoire, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci et à bientôt.